Il y a un moment que tout supporter redoute, celui où l'on cesse de croire que le résultat a été décidé par les joueurs et où l'on se demande qui, là-haut, tire les ficelles. Ce moment a frappé fort après le 8e de finale entre l'Argentine et l'Égypte, et il a frappé Kylian Mbappé plus que quiconque. Pour comprendre la suite, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé sur le terrain. Sur le papier, ce match ressemblait à un nouveau chapitre d'une histoire déjà écrite plusieurs mois à l'avance. Le champion en titre face à un outsider courageux. L'Argentine contre l'Égypte, un stade plein. Lionel Messi titulaire. Et une organisation du tournoi qui pouvait déjà sentir venir l'une des plus fortes audiences de toute la phase finale. L'avant-match avait des airs de bande-annonce, des montages sur le parcours du champion, des images de la finale précédente, des gros plans sur Messi, interview après interview sur une dernière mondiale, une dernière danse, une histoire qui refuse de s'arrêter. L'Égypte, pendant ce temps, était présentée dans chaque habillage graphique exactement comme la machine marketing en avait besoin. L'obstacle, l'adversaire gênant, jamais le personnage principal. Mais dans le vestiaire égyptien, selon son entourage du groupe, l'atmosphère était tout autre. S'il y avait un moment pour déchirer le scénario, c'était celui-là. Pendant plus d'une heure, l'Égypte a refusé de jouer le rôle qu'on lui avait attribué. Elle est entrée sur le terrain sans peur, en pressant haut, en faisant circuler le ballon rapidement avec une intensité physique qui a laissé l'Argentine nerveuse, imprécise et visiblement en train de se disputer sur la pelouse. L'Égypte a frappé la première. Le but a frappé comme un coup dans le ventre, plongeant les spectateurs neutres dans un silence inquiet et provoquant un murmure nerveux dans les tribunes remplies de supporters argentins. La réalisation, si habituée à chercher les scènes de joie argentine, s'est soudain attardée sur des visages pleins d'inquiétude. Messi fixait le tableau d'affichage. Scaloni gesticulait furieusement au bord du terrain. Les joueurs égyptiens se regroupaient après chaque arrêt de jeu, presque comme s'ils craignaient qu'en brisant ce cercle, ils se réveillent d'un rêve qu'ils n'avaient jamais imaginé vivre. Tous, dans ce stade, gardent le même souvenir. Pour la première fois depuis longtemps, le champion semblait acculé. Puis est venue la séquence qui a tout changé. Et il ne s'agit plus seulement du score, mais de la perception de tout le tournoi. Alors que l'Égypte menait encore et que l'Argentine devenait de plus en plus désespérée, les décisions ont commencé à tomber, celles qu'une moitié du football qualifie désormais de vol. Un penalty qui paraît plus trouble à chaque ralenti. Un contact léger, un bras tendu, un attaquant qui tombe avec emphase. L'arbitre a désigné le point de penalty avec une certitude qu'il n'avait jamais montrée sur des actions bien plus évidentes plus tôt. Le VAR est intervenu, l'arbitre est allé consulter l'écran et la scène que les supporters ont déjà vue 100 fois sans jamais l'accepter s'est rejouée. Il a regardé l'action sous un angle qui semblait confirmer ce qu'il voulait déjà voir, puis il est revenu sur la pelouse et a de nouveau désigné le point de penalty. Penalty confirmé. Les commentateurs ont parlé d'interprétation. Les Égyptiens de vol pur et simple. Messi s'est présenté devant le ballon. Tout le stade a retenu son souffle. Même les spectateurs, sans aucun lien avec l'Argentine, pouvaient sentir qu'ils assistaient à un moment conçu pour produire une issue précise. La plus grande star de la planète, un 8e de finale, une possible résurrection du champion. Et puis, dans un retournement que personne en régie n'avait vu venir, la fin de cinéma parfaite s'est effondrée. La frappe de Messi n'a jamais trouvé le filet. Le gardien égyptien est devenu un héros instantané. Les caméras l'ont saisi hurlant de joie, ses coéquipiers se jetant sur lui, des milliers de supporters neutres célébrant dans les tribunes quelque chose qui a ressemblé un instant à la preuve que ce sport pouvait encore échapper aux mains de ceux qui voulaient le contrôler. Pendant un bref instant, toute la narration soigneusement construite autour d'une mondiale sans accroc s'est fissurée. Mais le match n'était pas fini. Et ce qui s'est passé ensuite est, selon son entourage du vestiaire égyptien, le moment où l'impression que le résultat ne dépendait plus d'eux est devenue presque insupportable. Des fautes au milieu de terrains non sifflés pour l'Égypte, mais immédiatement sanctionnées,
quand l'Argentine en était la victime. Des cartons jaunes qui semblaient changer de camp selon l'auteur du tacle, comme si le critère disciplinaire lui-même avait enfilé un maillot. Et surtout, un temps additionnel que beaucoup d'analystes ont jugé bien trop généreux au regard de la seconde période. Entre la 79e et la 92e, l'Argentine a inscrit 3 buts. Un but est venu sur une action où l'arbitre a laissé jouer après un contact qui aurait sans doute arrêté le jeu s'il s'était produit de l'autre côté du terrain. Un autre a suivi une série de contres favorables nés d'une faute non sifflée, alors que l'Égypte ressortait le ballon. Le but décisif est arrivé dans le temps additionnel, une frappe d'Enzo Fernandez qui a rendu fou le banc argentin et laissé plusieurs joueurs égyptiens s'effondrer sur la pelouse, comme si leurs corps avaient compris avant leurs esprits qu'il ne restait plus rien à faire contre quelque chose de plus grand que le match lui-même. L'Argentine venait de renverser un déficit de 2 buts, 3-2, et se qualifiait pour affronter en quart de finale le vainqueur de Colombie-Suisse. Puis il y a eu autre chose, quelque chose qui ne s'est pas joué sur la pelouse mais a mis le feu au reste. Les caméras ont coupé à plusieurs reprises vers Gianni Infantino, président de la FIFA, assis en tribune. D'abord grave, la mâchoire serrée pendant que l'Argentine était menée, puis visiblement soulagé après l'égalisation, échangeant un sourire nerveux avec ceux qui l'entouraient. Enfin debout, les bras levés, célébrant le but inscrit dans le temps additionnel, tandis qu'au fond de la même image, on voyait des maillots égyptiens, mains sur la tête, en plein désespoir. Ces images n'étaient pas accidentelles. La réalisation a choisi de les montrer et les réseaux sociaux ont fait le reste. Clips, images arrêtées et zoomées, boucles au ralenti, comparaison côte à côte avec les réactions nettement plus froides d'Infantino quand d'autres grandes fédérations semblaient donc lésées. De vieilles séquences sont aussi ressorties, des montages rappelant une remarque très commentée d'Infantino dans une interview récente où il disait que voir jouer l'Argentine lui causait une vraie anxiété. Internet n'a pas besoin de beaucoup plus pour bâtir un récit complet, et c'est exactement là que Mbappé entre en scène, ni dans les tribunes, ni sur le terrain, mais sur le vrai champ de bataille de cette histoire. La perception publique, conférences de presse, conversations de couloir, écrans de téléphone, stories Instagram, likes discrets sur les publications d'autres personnes, messages qui finissent toujours par arriver aux journalistes. Selon des proches, Kylian a regardé le match entouré de coéquipiers, mais aussi enveloppé dans ce silence lourd de quelqu'un qui a déjà vécu une scène trop familière. Il sait exactement ce que l'on ressent lorsque toute la mise en scène semble construite pour un autre. Il l'a ressenti lors de la finale précédente. Il l'a ressenti pendant la séance de tirs au but qu'il a décidé. Il l'a ressenti dans chaque comparaison bâtie autour du conte de fées parfait de Messi, des comparaisons qui oubliaient, oui, souvent, bien commodément, qu'en face se trouvait un homme qui avait fait tout ce qu'il pouvait humainement faire pour gâcher ce conte avec 3 buts à lui seul. Après le coup de sifflet final, et ce détail revient chez plusieurs sources anonymes, Mbappé s'est isolé quelques minutes, loin des caméras, loin des micros. Il a revu les images, s'arrêtant sur le penalty, sur la réaction d'Infantino, sur les joueurs égyptiens exigeant des réponses de l'arbitre, et il a décidé que cette fois il ne se contenterait pas d'une réponse diplomatique. Il n'allait pas crier au vol devant les caméras, mais il allait en dire juste assez pour que le football comprenne où il se situait. En zone mixte, interrogé sur le niveau de l'arbitrage du tournoi, il a lâché la phrase qui allait le suivre dans les titres pendant plusieurs jours. Il a dit comprendre les erreurs arbitrales, mais que lorsque les erreurs semblent toujours aller dans le même sens, elles cessent de ressembler à des erreurs. Il n'a cité aucun pays, aucun nom, mais tout le monde dans la pièce savait précisément de quel match il parlait. Quelques minutes plus tard, en ligne, il a fait quelque chose d'aussi fort avec un geste bien plus petit. Il a aimé une publication critiquant le traitement de l'Égypte et a publié une photo en noir et blanc d'un enfant jouant dans la rue, accompagnée d'une phrase sur la protection du véritable esprit du jeu. Pas de drapeau, pas d'écusson, mais le message est passé. Avant d'aller plus loin, il faut dire quelque chose avec honnêteté au sujet de Kylian Mbappé, la même honnêteté qui a nourri des critiques contre lui. On l'a décrit comme l'héritier qui a parfois voulu se couronner trop tôt,
le joueur qui a souvent confondu son récit personnel avec la réalité collective du sport. Son ego, ses feuilletons de transfert, ses négociations publiques, son envie d'être le visage d'absolument tout. Tout cela est une critique légitime, et tout cela reste vrai. Ses anciennes déclarations minimisant le niveau du football sud-américain étaient injustes et condescendantes, et elles n'ont pas été oubliées non plus. Tout cela demeure. Mais cette semaine, il y a aussi un homme de 27 ans qui a déjà joué 2 finales de mondial, qui porte le poids des attentes de tout un pays comme héritier présumé du trône du football, qui a un jour inscrit un triplé en finale et a tout de même perdu, qui a vu ce soir-là le président de la FIFA lever la main de son adversaire en signe de victoire, et qui voit maintenant une autre sélection, l'Égypte cette fois, ressentir en temps réel ce que l'on ressent quand le système décide que quelqu'un doit avancer. Cela mérite une pause parce que sous les jugements sur sa personnalité, il y a quelque chose d'humain dans cette réaction. Mbappé ne pense pas qu'à l'Égypte. Il pense à lui-même 4 ans plus tôt, regardant la planète entière tomber amoureuse de la fin parfaite de Messi, pendant que sa propre performance devenait une note de bas de page dans l'histoire d'un autre. Il pense à toutes les fois où il a entendu des commentateurs dire que le football devait une mondiale à Messi, comme si ce sport était une sorte de débiteur moral, et que tous les autres joueurs sur le terrain n'étaient que des seconds rôles. Et selon des proches, il pense aussi que ce tournoi, dans ce format, ce pays et cette organisation, semble presque construit pour maximiser certains récits et en réduire d'autres à des notes de bas de page. Ce que Mbappé vient de faire a une conséquence immédiate, même sans citer un seul nom, et on ne peut pas l'ignorer. Les structures qui dirigent le football mondial réagissent doucement aux superstars planétaires qui remettent le système en cause de front. Elles adorent quand les stars promeuvent de la marque, soulèvent des trophées, pleurent pendant les finales. Elles apprécient beaucoup moins quand ces mêmes stars pointent du doigt, même métaphoriquement, ceux qui sont assis dans les loges voient y puis. La FIFA fonctionne avant tout avec une monnaie, l'illusion d'impartialité. Personne n'attend des arbitres parfaits, mais l'apparence d'équité est non négociable, et voir l'une des plus grandes figures du sport suggérer que certaines erreurs ont cessé d'être accidentelles est une bombe réputationnelle à retardement. Selon des personnes au fait de la situation, des conversations informelles ont déjà eu lieu entre l'entourage de Mbappé et des responsables proches de la direction de la FIFA. Des remarques du genre « Kylian est contrarié », mais il serait intelligent de baisser le ton. Des suggestions discrètes selon lesquelles certains débats ne devraient pas s'ouvrir en plein tournoi. Et côté officiel, un silence calculé. Pas de communiqué, pas de mention directe, parce que répondre légitime le soupçon et se taire le laisse grandir tout seul. Mais cela dépasse Mbappé et retombe directement sur l'Argentine, sur Messi et sur un vestiaire qui n'a jamais demandé à être placé dans cette position et ne peut plus y échapper. Les accusations de favoritisme placent l'Albi-Céleste dans un rôle qu'aucune équipe ne veut occuper, l'équipe du système. Pour une génération qui a construit toute son identité en luttant contre les critiques, les désillusions passées et l'ancienne étiquette de ceux qui craquent sous la pression, porter désormais le poids d'être perçu comme choisi ressemble presque à une trahison de tout ce que ce groupe a travaillé à prouver. Selon des proches du vestiaire, il existe un vrai malaise dans l'équipe, parce que d'un côté, chacun sait que la remontée face à l'Égypte a été gagnée par l'orgueil, la pression incessante, les changements offensifs et la qualité pure de ses meilleurs joueurs. Personne ne leur a donné cela. Mais de l'autre, personne dans ce groupe ne peut vraiment nier que le penalty et plusieurs autres décisions arbitrales ont fortement joué en leur faveur aux moments les plus importants. Cette tension interne entre la fierté de ce qui se passe sur le terrain et l'ombre de ce qui se dit en dehors ne fera que grandir à chaque match suivant. En prenant encore plus de recul, tout cela soulève des questions gênantes pour Gianni Infantino et pour la FIFA comme institution. Ce n'est pas la première fois qu'un favoritisme envers Messi et l'Argentine est évoqué. Il y a eu le match contre l'Algérie. Il y a déjà eu
des désignations arbitrales controversées. Il y a eu des commentaires maladroits d'Infantino lui-même sur le stress que lui causent certains matchs de l'Argentine. Il y a eu des choix commerciaux de calendrier qui ont régulièrement placé l'Argentine dans les meilleures cases horaires et dans les stades les plus prestigieux. Jusqu'ici, ce récit vivait surtout dans la rumeur et le soupçon, dans certains coins de la presse. Ce qui change maintenant, c'est que la question est posée, même sans nom attaché, par l'un des rares joueurs capables de regarder la FIFA dans les yeux sans ciller. Infantino, qui a transformé sa visibilité personnelle en méthode de gestion, apparaissant sur chaque photo, dans chaque loge VIP, à chaque cérémonie, commence à payer le prix de cette exposition permanente. Et cela ne se produit pas isolément. Un jour seulement après le coup de sifflet final de ce thriller Argentine-Égypte, une tempête totalement distincte se formait déjà autour d'Infantino et de la FIFA, avec un poids politique plus direct. L'attaquant américain Folari Balogun avait été expulsé pendant la victoire des États-Unis, un rouge qui aurait dû le priver du match suivant contre la Belgique. Au lieu de cela, la FIFA a annulé sa suspension après l'intervention personnelle du président Donald Trump en faveur du joueur. Cette décision est tombée comme de l'essence sur un feu ouvert. Un groupe de députés européens, dont Barry Andrews, Lara Walters et Niels Fuglesang, a accusé publiquement la FIFA de tordre ses règles sur les suspensions en plein tournoi, parlant de honte et de déformation de la justice, et affirmant clairement qu'il s'agissait d'un nouvel exemple d'Infantino et de la FIFA, cédant à la pression de l'administration Trump. Ces élus poussent maintenant les fédérations nationales de football à travers l'Union européenne à demander formellement au comité d'éthique de la FIFA d'enquêter pour savoir si une pression politique a pesé sur cette décision, ainsi que sur d'autres possibles violations de la neutralité politique, notamment la décision de la FIFA d'attribuer à Trump son soi-disant prix de la paix. À peine un jour plus tard, l'organisation de défense des droits humains Fair Square, basée à Londres, a encore durci le ton en annonçant qu'elle déposerait une plainte auprès du Comité international olympique contre Infantino pour ce qu'elle décrit comme un schéma répété de violation des règles de neutralité politique. Cette même organisation avait déjà déposé, plusieurs mois auparavant, une plainte devant le comité d'éthique de la FIFA, soutenu par la Fédération norvégienne de football et par environ 50 députés européens, un dossier auquel, d'après Fair Square, la FIFA n'a pas répondu après 7 mois de silence. À la même période, un arbitre somalien prévu pour officier lors de matchs de la mondiale a été retenu pendant des heures dans un aéroport américain avant d'être renvoyé hors du pays. Un incident qu'Infantino a publiquement balayé comme simplement malheureux au lieu de s'attaquer au système d'immigration qu'il avait provoqué. Les journalistes qui l'ont vu s'exprimer devant les médias cette semaine-là l'ont décrit appelant ses critiques à se calmer, à se détendre, en affirmant que la FIFA faisait tout son possible, même si, selon ses propres mots, elle ne contrôle pas tout. Rien de tout cela ne prouve, juridiquement ou de façon vérifiable, qu'un match précis a été truqué ou qu'Infantino a personnellement ordonné un résultat déterminé. Personne de sérieux ne dit cela. Ce que ces éléments prouvent, en revanche, c'est l'existence d'un schéma assez sérieux pour que des élus européens, des enquêteurs des droits humains et désormais l'un des athlètes les plus célèbres de la planète arrivent indépendamment à la même question inconfortable. La neutralité de la FIFA est-elle réelle ou simplement jouée devant les caméras? Quand un président s'assoit dans une loge VIP et célèbre comme un supporter à chaque but d'une équipe précise, personne ne devrait s'étonner que des gens commencent à se demander si son véritable rôle est la supervision neutre ou un supporterisme enthousiaste doté d'un pouvoir institutionnel. Et quand ce même président passe des années à construire une relation publique très chaleureuse avec une superstar précise, avec récompenses, hommages, séances photos et éloges appuyés, le monde ne va pas ignorer le schéma la prochaine fois qu'une décision contestable tombera encore du même côté. Il existe une couche encore plus profonde dans tout cela, dont presque personne ne veut parler parce qu'elle menace trop d'intérêts, la logique commerciale qui porte tout le tournoi.
Ce mondial est vendu, à juste titre, comme la plus grande de l'histoire en nombre de nations participantes, de stades hôtes, d'investissements totaux, de droits, de diffusion et de valeur de sponsoring. C'est, en pratique, un produit, et tout produit a besoin d'une campagne, d'un visage et d'une histoire centrale. Cette histoire, c'est Lionel Messi, une dernière mondiale, une ultime grande aventure, l'homme qui a déjà tout gagné, revenant chercher le trophée qui compléterait la collection. C'est un récit si puissant, si vendable, si chargé d'émotions que presque tout autour du tournoi, calendrier, documentaire, émissions spéciales, contenu officiel, campagne de sponsors, est bâti, directement ou non, pour l'amplifier. Et lorsqu'une histoire a autant de valeur, tout ce qui menace de l'interrompre trop tôt, comme une élimination réelle de l'Argentine par l'Égypte, commence à être ressenti dans le système moins comme un résultat sportif que comme une menace économique. C'est exactement là que le sport frôle quelque chose de bien plus dangereux, la tentation. Inutile d'imaginer un complot sophistiqué pour comprendre que lorsqu'un modèle économique dépend aussi fortement de la survie d'un récit précis, ces dirigeants développent une sensibilité particulière à tout ce qui garde ce récit en vie. Parfois, cette sensibilité apparaît dans des détails. Un coup de sifflet légèrement plus permissif, une interprétation généreuse d'une zone grise. Quelques minutes de temps additionnel qui s'étirent au-delà de ce que le rythme du match appelait réellement. Personne n'a besoin de donner un ordre direct. Il suffit d'une atmosphère, d'une attente partagée, d'une compréhension silencieuse selon laquelle il vaut tout simplement mieux pour tous les acteurs concernés que cette histoire ne s'arrête pas trop tôt. Et au milieu de tout cela se trouvent les joueurs eux-mêmes. Messi, qui n'a jamais voulu devenir le symbole de tout un système et qui, d'une manière ou d'une autre, l'est pourtant devenu. Mbappé, qui refuse de continuer à jouer le rôle permanent du second dans le film de un autre. Les joueurs égyptiens, qui rentrent chez eux en sachant que leur effort n'a pas eu le même poids que celui des autres, parce que le règlement n'a pas été appliqué de façon uniforme. Et des millions de supporters dans le monde, désormais partagés entre la volonté de croire encore à la pureté du sport et la crainte que tout le tournoi soit discrètement orienté d'en haut. C'est la fissure la plus dangereuse de toutes, parce qu'à partir du moment où une part du public décide que le résultat ne dépend plus seulement de ce qui se passe sur le terrain, le football cesse d'être un drame et commence à ressembler à un scénario. Il n'y a pas de réponse facile à tout cela, et personne, de l'extérieur, ne peut prétendre savoir exactement ce qui se dit à huis clos au siège de la FIFA, ni si une partie quelconque de cette mondiale est truquée au sens littéral et prouvable. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un seul match entre l'Argentine et l'Égypte, combiné à une tempête politique distincte autour du carton rouge annulé d'un joueur américain, a ouvert des questions qui refusent de disparaître discrètement. Des questions sur la cohérence arbitrale. Des questions sur le rôle réel du VAR. Des questions sur la visibilité qu'un président de la FIFA en exercice devrait avoir lorsqu'il célèbre la réussite d'une équipe précise. Des questions sur la dépendance commerciale du tournoi au happy end d'un joueur précis. Et des questions sur le fait de savoir si un joueur comme Mbappé, conscient que prendre la parole pourrait un jour être utilisé contre lui, avait malgré tout raison de parler plutôt que de se taire. La suite compte autant que ce qui s'est déjà produit. Mbappé devra décider si cela devient le premier acte d'un défi durable à l'autorité FIFA ou simplement un coup de semonce qui disparaît des titres en une semaine. La FIFA devra décider si elle continue à diffuser son président célébrant certains buts depuis la loge VIP ou si elle traite enfin la neutralité comme quelque chose qui doit se pratiquer activement plutôt que se proclamer par communiqué. L'Argentine devra décider si elle veut entrer dans son quart de finale contre le vainqueur de Colombie-Suisse en s'appuyant uniquement sur son feu compétitif, ou si elle a aussi besoin d'un geste reconnaissant, au moins en interne, qu'être vue comme l'équipe choisie par le système est la dernière réputation qu'elle souhaite porter dans la dernière ligne droite. Et les élus européens, aux côtés des enquêteurs des droits humains déjà autour d'Infantino dans l'affaire Balogun,
devront décider jusqu'où ils sont prêts à pousser une institution qui passe depuis des années son temps à répéter qu'elle ne répond qu'à elle-même. Aucune de ces décisions n'appartient aux observateurs extérieurs. Elles appartiennent à ceux qui vivent cette histoire, sur le terrain, dans les bureaux de direction, et de plus en plus, dans des chambres gouvernementales situées à des milliers de kilomètres d'un terrain de football. Il y a des moments où les gens cessent simplement de croire que les résultats se décident uniquement sur la pelouse. Mbappé a atteint ce point en regardant ce qui est arrivé à l'Égypte contre l'Argentine, et cette semaine, un nombre croissant de responsables politiques européens et d'enquêteurs en droits humains semblent atteindre un seuil de rupture similaire, pour des raisons totalement différentes, mais avec le même maillot du soupçon.